Moi, le jour de ma naissance, mon père a remis une blouse à ma mère en lui disant de me remettre cette blouse le jour où je démarrerai mes études en médecine. À notre époque, pour le baccalauréat, il fallait choisir 3 filières. Moi, j'ai mis médecine. Le professeur Moussa Seydi a fait preuve d'un leadership remarquable durant la crise de la Covid-19. Il nous révèle la méthode et l'état d'esprit qui lui ont permis d'accéder au top niveau de sa profession et de mettre en place au Sénégal le plus grand service de maladies infectieuses au monde. Même des animaux n'étaient pas dignes d'être pris en charge dans ce type de service. Quand je suis devenu chef de service, l'un de mes premiers objectifs, c'était de construire un nouveau service. Et je n'ai jamais eu le moindre doute que j'allais le réaliser parce que quand on n'abandonne pas un projet, ça prend du temps, mais ça finit toujours par aboutir par la grâce de Dieu. Le nouveau service, c'est le plus grand service de maladies infectieuses dans le monde entier. Il y a des collaborateurs extérieurs. Quand ils viennent collaborer avec nous, ils imposaient leurs règles. Aucune personne ne viendra de l'étranger pour me donner des instructions chez moi. Le début du Covid, c'était en mars 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire 5 ans après sur ce qui s'est vraiment passé? Ce que je peux dire concernant la Covid-19, vous savez, nous sommes dans un monde un peu fou et faux. Et ça, c'est lié aux politiques ou aux politiciens. Quand je décide de faire un diplôme et que je décide d'être premier, je suis toujours premier. Parce que je l'ai décidé. Pour moi, la réussite, c'est pas être milliardaire, c'est pas avoir de titres, c'est pas avoir de diplôme, c'est pas tout ça. Mais c'est accomplir son rêve et rester équilibré. Parce que si vous avez toute la réussite alors que vous avez une vie familiale chaotique, est-ce que vous avez réussi réellement? Afropod, c'est le podcast où les entrepreneurs et les experts africains viennent partager leur expérience et parler des sujets qui nous concernent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait super plaisir. Alors surtout, pensez à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez avec votre réseau. C'est un petit geste, mais ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Professeur Moussa Seydi, vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann à Dakar. Ça veut dire quoi au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que je suis le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, mais j'ai bien d'autres responsabilités qui me poussent à faire plusieurs types d'activités au sein de ce service. Donc, il y a évidemment les activités cliniques, mais il y a aussi les activités de recherche et d'enseignement. Tout ça, ça se passe au niveau de l'hôpital Fann. Les médecins sont plus souvent formés à l'hôpital qu'à l'université. Il y a des enseignements à l'université, mais c'est une toute petite partie de l'enseignement que nous devons leur prodiguer. Ça veut dire que vous formez des médecins au quotidien au sein de votre service? Oui, nous formons des médecins au quotidien. Nous formons les médecins durant leur cycle classique, le cycle de formation en médecine générale. Tous les médecins du Sénégal sont passés par le service des maladies infectieuses et tropicales. Nous formons aussi des spécialistes. Nous avons des étudiants qui viennent d'environ 13 pays d'Afrique pour venir se faire former ici chez nous. C'est un cycle de formation qui dure 4 ans. Donc, pour être spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, il faut 12 ans d'études. Le service des maladies infectieuses et tropicales, comme tous les autres services dits services hospitalo-universitaires, ont des activités très importantes qui ne se limitent pas seulement à la prise en charge des malades, mais aussi à l'enseignement, à la recherche. Parfois aussi, il y a des missions d'expertise parce que le ministère de la Santé a souvent besoin de nous devant certaines situations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les maladies infectieuses et tropicales? Oui, les maladies infectieuses sont des maladies qui sont liées à la présence ou à l'action, disons, d'un agent pathogène. Et parmi ces agents pathogènes, on peut citer les bactéries. L'agent, par exemple, de la fièvre typhoïde, c'est une bactérie. On peut citer les virus. L'agent de la COVID-19, c'est un virus. On peut citer les parasites. L'agent de l'oxyrose ou de l'ascariose, qu'on appelle les vers communément, c'est un parasite. Les maladies infectieuses peuvent aussi être dues à des champignons. Tout le monde connaît le candida, la cryptocoque chez les sujets infectés par le VIH. Donc, pour faire simple, je me limite à ces 4 agents. Quant aux maladies tropicales, ce sont des maladies qui se développent, comme son nom l'indique, en zone tropicale. La plus grande partie de l'Afrique se trouve dans ces zones tropicales.
mais il y a aussi l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Asie du Sud-Est. Donc, la zone tropicale, elle est large. Dans les maladies tropicales, vous avez des maladies infectieuses et des maladies qui ne sont pas des maladies infectieuses. Okay. Voilà, pour faire simple. Ces maladies touchent combien de personnes dans le monde et en Afrique? Vous avez les chiffres? Oui, là, j'ai pas retenu exactement le chiffre parce que le chiffre varie, mais ça concerne minimum 40% des pathologies recensées dans le monde. Les maladies non transmissibles ont pris le dessus. Il y a plus de maladies non transmissibles que de maladies transmissibles. Donc, les maladies non transmissibles, c'est style le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tension, diabète, etc. Voilà. Mais ça représente quand même une portion importante. Ouais. 40% des pathologies, c'est énorme. Ouais. Et ici en Afrique, le plus grand nombre de décès est lié pratiquement aux maladies infectieuses, même si les maladies non transmissibles sont en train de prendre le devant. Donc, c'est extrêmement important comme sujet. Et surtout que les implications ne sont pas pareilles. Vous préférez avoir dans votre quartier 20 sujets hypertendus que d'avoir un sujet atteint de la maladie à virus Ebola. Effectivement, ça fait peur. Donc, l'impact des maladies infectieuses est énorme parce que les impacts ne sont pas seulement limités à la personne en tant que telle, mais s'il s'agit d'une maladie transmissible, à l'environnement, sans compter l'impact socio-économique, même l'impact politique. Parce que ce sont des maladies, comme j'ai l'habitude de le dire, qui rendent parfois les gens fous, complètement. Fous, entre guillemets. En Guinée, lorsqu'il y a eu l'épidémie de la maladie à virus Ebola, il y a des personnes qui étaient là-bas juste pour aider, mais qui ont été tuées, massacrées. Parce qu'il y a des gens qui leur ont fait croire qu'eux, ils apportaient la maladie en Guinée, par exemple. Il y a eu des phénomènes sociologiques comme ça. Vous avez vu ici même, durant la COVID-19, c'est vrai que les gens se sont globalement bien comportés, mais il y a eu des comportements irrationnels par moment. Donc, quand il y a une épidémie de certaines pathologies, mais vous pouvez tout voir, des gens qui vont partir à la télé, dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, proposer des traitements qu'ils ont inventés de toutes pièces. On utilise ces pathologies pour faire de la manipulation politique. On utilise ces pathologies pour faire tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça peut même entraîner des problèmes diplomatiques entre les pays. Il y a un cas dans tel pays, l'autre pays ferme ses frontières. Vous avez suivi tout ça? Bon, bref, je ne suis pas en train de prêcher pour ma chapelle, mais pour dire que l'impact des maladies infectieuses dans le monde est extrêmement gravissime. C'est pour ça que je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui, d'avoir cette conversation avec vous, parce qu'il y a plusieurs choses, je pense, effectivement, qui sont importantes. C'est de parler de ces maladies infectieuses-là et surtout de comment les prévenir et comment se comporter pour ne pas en être victime, entre guillemets. Mais c'est aussi vous, en tant que médecin, éminent médecin, africain reconnu dans le monde. Là, vous rentrez de voyage, vous partez bientôt, je pense, pour San Francisco, pour Cape Town. Vous êtes appelé dans les universités américaines. Vous discutez et vous travaillez avec les plus grands de votre secteur, dans les maladies infectieuses. Donc, vous êtes un symbole de réussite, je pense, qui mérite d'être encore plus connu, encore plus observé et encore plus écouté, surtout par les jeunes générations. Et en lisant votre histoire, je me suis rendu compte que vous, en fait, la médecine, c'est pas vous qui l'avez choisie, c'est elle qui vous a convoqué, en quelque sorte, dès votre naissance. Oui, on peut le dire, parce que, vous savez, tout dans la vie ne peut pas s'expliquer, hein. Moi, le jour de ma naissance, mon père a remis une blouse à ma mère en lui disant de me remettre cette blouse le jour où je démarrerai mes études en médecine. Et c'est cette blouse que j'ai portée quand j'ai commencé à faire mes stages en 2e année au niveau du service d'ORL pour apprendre à faire les soins infirmiers. Et très jeune, à l'âge de 3 ans, je pensais à faire la médecine. Et moi, j'ai des enfants de 3 ans qui me disent qu'ils veulent faire la médecine. Wow. Des enfants de 3 ans. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. C'est peut-être à 9 ans que je l'ai clairement exprimé. Et même à notre époque, pour le baccalauréat, il fallait choisir 3 filières. Moi, j'ai mis médecine, pour qu'on ne m'emmène pas ailleurs. Et c'est tout naturellement que j'ai fait la médecine. Après, ça m'a tellement plu, j'ai dit que je vais être interne des hôpitaux.
parce que vraiment, c'était l'idéal pour être bien formé. J'ai fait l'internat, j'ai réussi. Après, je me suis dit, mais ça m'intéresse tellement que je préfère rester et être universitaire. C'est comme ça. D'accord. J'avoue que quand j'étais enseignant à l'université, j'ai jamais pensé être chef de service. Je ne voulais pas être chef de service. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours évité dans ma vie. Parce qu'il faut tenir compte de sa personnalité. Voilà. Il ne faut pas se faire violence à changer certains traits de personnalité. Je suis quelqu'un qui va être indépendant, qui va être libre, vraiment de fonctionner en fonction de ce qu'il croit et de ses principes. Et je sais que plus vous montez dans la hiérarchie administrative, moins peut-être vous êtes libre. Alors que pour moi, ma liberté, c'était de l'or. Donc, par la force des choses, je suis devenu chef de service, mais après, plus tard aussi, j'ai compris que c'était mon destin. Parce que j'ai toujours voulu, quand j'étais interne déjà, je disais qu'il fallait un nouveau service des maladies infectieuses. Mais quand j'en parlais, les gens s'énervaient autour de moi. Parce que pour eux, c'était impossible, en fait. Donc, quand je suis devenu chef de service, l'un de mes premiers objectifs, c'était de construire un nouveau service. Et j'ai jamais eu le moindre doute que j'allais le réaliser parce que quand on n'abandonne pas un projet, ça prend du temps, mais ça finit toujours par aboutir par la grâce de Dieu. Donc, tout ça pour dire que, en réalité, en toute chose, il faut voir parfois le destin. Il y a les efforts à faire, mais il y a le destin. Je n'aime pas, moi, parler de mes difficultés, des gens qui m'ont combattu, mais je dis tout simplement pour faire simple, tout a été fait pour m'empêcher même de commencer la carrière. Je ne dis pas encore d'arriver là où je suis arrivé. Mais je suis arrivé là où je suis arrivé. Tout le monde vous dira que moi, j'aime être extrêmement effacé. Pour la COVID, c'était dangereux de mettre un autre au devant. C'était l'exposer à des choses qui pouvaient être catastrophiques. Vous le savez mieux que moi. Un chef ou un leader serait lâche si devant le danger, il met quelqu'un d'autre en avant. S'il met quelqu'un d'autre en avant, c'est parce que, bon, c'est quelque chose de gérable, il n'y a pas beaucoup de risques et il est derrière pour guider. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pris les choses en main. J'ai été interviewé par toutes les grandes télévisions du monde, CNN, Reuters, etc., etc. Donc, quelqu'un qui veut être discret, il finit par être chef de service. Quelqu'un qui va être le plus effacé possible. Et qui est dans tous Il les a médias. été exposé par tous les médias. Je vais aux États-Unis, sur la route, chaque fois, je rencontre des gens qui me reconnaissent parce qu'ils m'ont vu dans les médias. Mais j'aime ce que je fais. Ça, je l'ai dit clairement aussi. Moi, je n'envie pas le président de la République ou le premier. C'est eux qui doivent m'envier parce que moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai voulu faire depuis mon enfance jusqu'à présent. Donc, je ne cours pas derrière un autre poste. Je suis à l'aise dans ce que je fais. J'en suis très heureux. Je remercie le bon Dieu. Maintenant, si demain, j'ai envie d'aller cultiver la terre, je vais cultiver. Si j'ai envie de devenir berger, je vais dans la forêt pour suivre les vaches, etc. On verra. En tout cas, je me permets d'avoir le luxe, si on veut, de choisir ce que je fais. Voilà. Vous êtes un homme libre. Voilà. Et ça, c'est important. Mais, alhamdoulilah, le fait que je sois devenu chef, ça n'a rien diminué dans ma liberté, mais ça a créé bien sûr des problèmes. Mais ces problèmes n'ont fait que m'amener de l'avant. Je donne un seul exemple. Vas-y. Il y a des collaborateurs extérieurs. Quand ils viennent collaborer avec nous, bon, ils avaient l'habitude de le faire avec d'autres avant moi, ils imposaient leurs règles. C'est comme s'ils sont dans un pays colonisé, ils décident de ce qu'ils veulent. Bon, ils font des choses, je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand je suis venu, je dis non. Moi, aucune personne ne viendra de l'étranger pour me donner des instructions chez moi. Et ça, je l'ai dit face to face au président Macky Sall lui-même. C'est vrai, ça a amené des problèmes jusqu'à une rupture de collaboration. Parce que c'est des gens qui viennent de l'étranger, ils ont une ou deux personnes à leur solde pour vouloir imposer des choses dans le cadre d'une collaboration. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais
quand il y a eu cette rupture-là, même si le Sénégal a perdu quelque chose, parce que moi, je ne perds rien de toute façon, mais j'ai beaucoup gagné ensuite, et surtout le Sénégal a beaucoup gagné. Parce que j'ai eu un panel de choix extraordinaire de mes collaborateurs qui venaient de partout dans le monde, à tous les niveaux. Donc, si aujourd'hui vous êtes en collaboration avec Harvard, avec l'Université de Boston, avec New Mexico, Northwestern University of Chicago, là où j'étais parti au Mali, c'est eux qui ont organisé cela, avec l'Université de Washington. C'était l'Université de Chicago qui organisait au Mali? Non, l'Université de Washington, c'est à Seattle. Ah, mais oui, Northwestern de Chicago, c'est eux qui ont organisé la rencontre au Mali. Voilà. C'est eux qui ont pris en charge toute cette rencontre. Mais il y avait beaucoup d'autres pays, le Nigeria, le Burkina, etc. Donc, les meilleurs aux États-Unis, je suis en collaboration avec eux. Et ça se passe très bien dans le respect strict. Je suis entièrement satisfait de ma collaboration avec les Américains. Ensuite, les Suisses sont là, eux aussi. Vraiment, ils sont très, très bien. Donc, j'ai des collaborateurs avec une plus grande capacité, qui respectent ce que nous faisons et qui me permettent de mieux équiper mon service, de mieux booster les jeunes. Alors, tout se passe dans le meilleur des mondes. Très bien. Donc, c'est peut-être mon tempérament qui a entraîné la rupture avec des personnes qui nous regardent comme des pays sous-développés, des gens qui doivent consommer tout ce qu'on leur dit, etc. Mais de l'autre côté, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui respectent notre liberté, notre indépendance et qui collaborent avec nous d'égal à égal. Je vous donne un seul exemple, je peux vous en donner beaucoup. Northwestern University of Chicago. Dans un début de collaboration, il m'avait offert la possibilité d'amener 4 étudiants sénégalais faire un stage là-bas. Et c'était à eux de prendre en charge leur bourse de stage. Un stage de combien de temps? Ça pouvait aller jusqu'à 1 mois. Les étudiants, mais je ne parle pas des spécialistes. Là, il y a un autre programme que nous avons. Alors, tout ça, c'est eux, quand ils envoient des étudiants, c'est à eux de prendre en charge. Mais moi, quand j'envoie, eux, ils prennent en charge. Actuellement, j'ai 4 étudiants. Les 2 ont déjà obtenu leur visa. Les 2 autres ont leur rendez-vous. Donc, ils devront incessamment partir à Northwestern University of Chicago. Ils vont faire le stage hospitalier là-bas. Pour revenir, ça, je ne l'ai jamais eu avant. Bref, pour faire simple, oui, le tempérament te suit, t'amène des difficultés, mais moi, j'assume. Mais heureusement que même ces difficultés, il n'y a pas eu de problème parce que j'ai eu mieux que ça. Donc, si aujourd'hui, je dis quelque chose à la télévision, je ne stigmatise pas, hein? Je parle de certaines choses. Ensuite, il y a des gens de l'administration parfois qui vont à la télé pour essayer de rectifier ce que je dis. Je ne reviens jamais pour dire quelque chose. Parce qu'après, les gens constatent d'eux-mêmes. Ouais. Ça, moi, c'est comme ça que je peux être. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire, est-ce que tout va très bien dans les hôpitaux? Parce que le ministre de la Santé, c'est quelqu'un de très bien. Vraiment, on a d'excellentes relations. C'est un homme extraordinaire. Et pour faire plaisir, je vous dis, tout va bien. Non. Si j'ai dit quelque chose, je le dis clairement, sans embâche. Donc, tout ça pour expliquer pourquoi le rôle de chef de ceci, ça ne m'a jamais intéressé. Mais Dieu l'a fait, c'est mon destin. Et je ne regrette pas. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire qui m'intéressent. Une question sur ce que faisaient vos parents. Mon père, c'était un vétérinaire, mais pas docteur vétérinaire. C'était comme, je peux dire, le niveau infirmier actuellement. D'accord. On les appelait des agents techniques d'élevage. Mais à l'époque, c'est eux qui dirigeaient les services d'élevage. Donc, c'était le chef du service de l'élevage de Koungheul. Bon, après, il a évolué, il est parti déjà à la Sodeva. Et là-bas, il s'occupait encore plus d'agriculture. Bon, l'élevage, c'est dans l'agriculture si on veut. Mais ça a changé un peu, quoi. Donc, c'est ce que faisait mon père. Ma mère, c'est une femme au foyer. Et son rêve de vous voir médecin venait d'où? Bon, est-ce que c'est un rêve? Je pense que c'est peut-être une certitude, tout simplement. Mais venait d'où? Impossible à dire. D'accord. Et ce que j'ai vécu ici, je suis sûr que dans votre entourage, vous avez certainement vu ça. Des gens qui vous disent une chose comme ça,
qui sont convaincus et après ça se passe. On ne veut pas savoir pourquoi. Hein? Je vais même dire quelque chose d'un peu privé pour vous dire que c'est des choses qui arrivent. Le grand-père de mon épouse, il y a un moment, j'étais tout en train de taquiner un de ses enfants, hein, bon, qui est beaucoup plus âgé que moi quand même. Il me dit, il faut arrêter de le taquiner, parce que tu sais que c'est ce monsieur-là qui va te donner une épouse. Et effectivement, j'ai épousé sa fille. C'est arrivé, je ne sais pas, peut-être 15 ans après qu'il l'ait dit. Waouh, 15 ans après. Ah oui. Incroyable. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais, hein? Et qu'on n'explique pas. Moi, je peux vous expliquer que je n'ai jamais eu de doute que je vais construire le service de désinfection. Alors Tout ça, le monde vous le dira. Je trouve ça fascinant. Ça, moi, je vais même vous raconter une anecdote. Un moment, la firme pharmaceutique Gilead me dit qu'ils ne peuvent plus financer. En tout cas, j'avais reçu un message comme quoi, par l'intermédiaire de quelqu'un, que c'est OK, félicitations, tu auras le financement. Et ensuite, je reçois une information contraire. Alors, je leur envoie un message, je lui dis, ce que vous venez de dire, c'est comme une bombe sur ma tête. Mais sachez que ce service aura lieu. Ce service sera finalisé, avec vous ou sans vous. À vous de voir si vous voulez faire partie de l'aventure. Après, il y a un professeur sénégalais qui était là-bas, qui a même été chef de service. Il m'a appelé pour me dire que les gens se sont échangés le mail. Après, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils sont revenus pour me donner le financement. Moi, je n'ai jamais eu le moindre doute. Vous n'avez jamais eu le moindre doute? Je n'ai pas eu de doute. À aucun moment? À aucun moment. Bon, alors à ce moment, c'est intéressant. Et même, je vous dis même une chose. Le président, après que je lui ai annoncé le montant, il est revenu encore pour me dire, maintenant, il faut le faire avant telle période. Donc, il fallait raccourcir le délai de construction de 6 mois. OK. Alors, raccourcir le délai, ça veut dire augmentation des coûts. Forcément. Je réunis les architectes, les entrepreneurs, je les réunis tous. Peut-être que s'ils écoutent l'émission, ils pourront vous confirmer ça. L'entreprise qui a conçu ces bâtiments luxe, je ne fais pas de publicité. Je les réunis tous, je leur dis, bon, l'inauguration, ce sera le 29 décembre. Ils me disent, non, c'est pas possible, ceci, cela, etc. Je dis, non, je ne vous demande pas si c'est possible ou pas. Je vous dis que ce sera le 29 décembre. Maintenant, dites-moi ce qu'il faut. Après, ils disent, non, ça va augmenter les coûts, il faut ajouter ceci, il faut demander au président ça, etc. etc. Je dis que non, je ne vais pas retourner lui demander un seul franc. Alors, moi, je suis dans ce pays, je sais ce qui se passe. Bon, je suis désolé de devoir dire ça, mais il faut que je le dise pour que vous compreniez. Je dis que moi, je ne viendrai jamais vous demander service ou vous dire donnez-moi 1 franc en retour. Même si c'est illégal, je sais que ceux qui dirigent des projets sur des milliards, il y a quelque chose qu'ils demandent en retour ou qu'on leur donne en retour. Moi, je ne veux rien, je ne demande rien, je ne demanderai jamais. Même un service, je ne vais pas le demander. Je vous demande pour l'État du Sénégal de réduire de 5%. Ils ont tous accepté. Et on a pu respecter ce délai. Donc, ça, c'est important, si je le dis, aussi d'ajouter que je dois les remercier. Et je le suis extrêmement reconnaissant. Des privés avec lesquels vous avez déjà signé un contrat, ils reviennent tous, ils renoncent à des dizaines de millions. C'est comme ça qu'on a pu le faire, sans que je ne demande rien au président. Et on a tenu le pari. Et c'est d'autant plus incroyable que ce service, c'est-à-dire avant le nouveau bâtiment qui existe, c'était en état de délabrement total. Racontez-nous un peu comment c'était. Au début, pour vous dire vrai, j'aime la transparence, mais je n'osais pas laisser circuler certaines images. Parce que pour moi, je vais être excessif, mais même des animaux n'étaient pas dignes d'être pris en charge dans ce type de service. Et pour vous dire que
il y a des services qui étaient pires que le mien. Mais psychologiquement, moi, je ne pouvais pas accepter ça. Ça m'a toujours perturbé. Un service où il y avait des départs d'incendie, 11. Parfois, vous entendez une explosion dans un bureau du fait des courts-circuits. Un service où il y avait de l'eau au niveau du sous-sol depuis des années. Ça, vous pouvez le comprendre. Un service où les toilettes n'étaient pas fonctionnelles. Je me rappelle une division, les toilettes étaient fermées pendant plus de 2 ans. Les malades ne pouvaient même pas aller aux toilettes. Il y avait 4 malades par chambre, le plus souvent, avec juste des petits box comme ça. Des problèmes d'étanchéité, de l'eau qui suintait, même au niveau de la réanimation. C'était tellement horrible pour moi, parce que pour moi, c'est comme... on dit interdit au moins de 12 ans, moins de 18 ans. Ça, je dis interdit moins de 50 ans. C'est comme un film d'horreur pour moi. C'est comme ça que je le sentais. Ouais. Alors que c'est un endroit où les gens sont censés être pris en charge. Donc, quand on voit l'apparence, les couloirs, des trucs comme ça, c'est quand même... Et donc, horrible. Parce que beaucoup de gens seraient découragés par ce type d'environnement. Mais vous, au contraire... Pour moi, c'est même blesser les gens, parce qu'il y a par exemple, des images violentes. Quand vous les montrez à quelqu'un, vous l'agressez. Pour moi, même montrer ça aux gens, c'est les agresser. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer ça. Peut-être, quand les Américains venaient, pour leur expliquer pourquoi je voulais un nouveau service, je montrais ces images-là. Donc, c'est un service dans un état de délabrement inimaginable. Moi, si j'avais personnellement des milliards, j'aurais pris pour construire ce service. Même de mon compte bancaire, si j'avais ça. Aujourd'hui, le nouveau service... Le nouveau service, c'est le plus grand service de maladies infectieuses dans le monde entier. Ça aussi, j'ai jamais voulu insister là-dessus. Ah si, je vous ai entendu, vous avez dit ça. Vous savez, il y a des vérités. Vous ne voulez pas le dire, mais parfois vous arrivez à un moment où vous êtes obligé de le dire. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. C'est le plus grand, je répète, service de maladies infectieuses dans le monde entier. Je ne dis pas hôpital, c'est pas un hôpital. Je ne dis pas institut, c'est pas un institut, c'est un service. Mais quand vous dites grand, c'est pas uniquement la taille, c'est aussi en termes de matériel. Tout. C'est le top niveau. C'est le top niveau. Mais il y a des choses à améliorer et je reviendrai sur ça. Les équipements, on a acheté les meilleurs équipements qui étaient disponibles. Je me rappelle, quelqu'un a cassé un moniteur pour remplacer, il est parti sur le marché. J'ai dit non. Nous, le moniteur, on l'a commandé, on l'a fabriqué pour nous. Et il coûtait 6 fois plus cher. Même les carreaux que vous voyez là-bas, on est parti là, on fabrique les carreaux pour commander le modèle et dire ce que l'on veut. Le type de réanimation que nous avons, je pense que nous sommes le premier pays, je pense, africain à avoir ce type de réanimation durant la COVID parce que c'est nouveau, qui peut être transformé en chambre à pression négative. Nous avons une salle de conférence avec toutes les normes requises, les systèmes d'extinction automatique d'incendie. Donc, je ne vais pas revenir sur ces détails. Il y a une salle de sport, il y a plus de 70 chambres. Oui, 72 chambres, chambres à pression négative, restaurant, mosquée, chapelle, salle de consultation, la réanimation évidemment, vaccination, 3 laboratoires de recherche, bibliothèque. On a même une bibliothèque pour les malades, les accompagnants, tout ça là. Ça, c'est pas dans le film, mais ça est là-bas. Donc, bon, on a tout ce qu'on... On a même un jardin d'or pour des plantes qu'on peut... Pour les malades. Bon, on a ce qu'il faut. Donc, c'est le plus grand service. Et rapport qualité-prix, ce n'est comparable à rien dans ce pays. 4 milliards environ pour ce service. Quand je compare avec d'autres structures, j'ai vu des structures qui ont coûté 16 fois plus cher. Le même type de structure, 16 fois plus cher. C'est pas exactement, mais je donne le nombre de lits, par exemple. Il y a 70 lits. Quand tu calcules un lit, ce que ça coûte, un lit par nombre de lits, tu compares avec notre structure, ça te donne une idée. Ou bien tu prends au mètre carré construit. Donc, il y a des méthodes qui permettent de comparer. Par exemple, si vous avez ce studio 50 mètres carrés, vous l'achetez à un prix, quelqu'un a 1000 mètres carrés, l'achète à un prix. Quand vous faites un ratio, vous pouvez avoir une idée. Et quand je le fais, je fais économiser au moins à l'État 8 milliards. Minimum. Donc, on a un service moderne
un grand service et personne, depuis que le service est terminé, personne n'est venu au mal des infectieuses et qu'on lui dise qu'il n'y a pas de place. Au contraire, même des malades qui doivent être traités ailleurs, même qui ont une chirurgie, ils demandent à ce qu'on leur prête une cabine là-bas. Ok. Bon, et on le fait volontiers parce que c'est pour les Sénégalais. Mais si je vous dis, malgré tout ce qui a été fait, mais sur le plan de la maintenance, 90% de la maintenance, c'est moi qui m'en occupe par mes stratégies, mes relations et mes démarches. Et pour ça, vous avez besoin de mettre en place une fondation? Non. Oui, mais je ne devais même pas avoir besoin de ça. Ouais. Parce que ça, c'est le rôle de l'État du Sénégal, c'est une structure publique. Ce que l'on fait là-bas, les prestations vont à l'État du Sénégal. Mais j'ai la volonté, en me disant que c'est lourd pour que l'hôpital prenne ça en charge, je veux créer une fondation pour que la fondation puisse prendre en charge au moins une partie, pas totalement, c'est pas possible, au moins une partie, et puis ça permet d'avoir plus de transparence, parce que ce qu'ils mettent, ils mettent en tant que professeur Moussa Seydi. J'écris une lettre de remerciement, et puis ça y est. Mais s'il y a une fondation, ce sera dans le site internet, il y aura des rapports financiers, il y aura des audits, etc. C'est plus transparent, c'est plus responsable, et surtout, le jour où j'irai à la retraite, mais ça continue de fonctionner. Hein? Je ne veux pas citer de nom, mais il y a une dame philanthrope qui m'a beaucoup aidé. Un mois, elle m'appelle, elle me dit, bon, je sais que tu as beaucoup de problèmes, tu as des choses à gérer, on te sollicite, etc. Je veux te donner de l'argent, je vais t'envoyer une enveloppe pour que tu puisses l'utiliser. Je dis que non, je n'ai pas besoin d'argent. Et le mois suivant, elle n'a pas demandé, elle a directement donné l'argent. Et pourquoi je lui dis que non? Parce que c'est une personne qui pendant 2 ans presque, si elle entend ça, elle saura que c'est elle. Chaque vendredi, elle venait nous faire des donations. Chaque vendredi, elle nous amenait des gants, des masques, des gels hydroalcooliques. Elle venait personnellement. Une personne qui se sacrifie comme ça, moi je ne veux pas qu'elle soit même au courant des produits Smith. A fortiori, lui demander de participer. Donc, les gens sont de bonne volonté, mais est-ce que cette bonne volonté-là, ça va continuer après moi? Je le souhaite. Mais la fondation, voilà, le dossier a été bloqué pendant presque 2 ans, avant le changement de régime. Le changement a eu lieu, ça n'avance toujours pas, malgré les bonnes volontés des personnes, en tout cas qui sont directement concernées, parce qu'avant, c'était le président qui appuyait. C'est pas avancé. Là, le ministre lui-même, il appuie, mais ça ne bouge pas. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de système, de process qui fasse que notre système de santé soit moins dépendant? Parce que je vous ai entendu parler beaucoup de dons. C'est pas question de dépendance en tant que telle. Les questions de donation, mais ça se fait partout. À l'Université de Washington, ils avaient un programme. Chaque année, ils construisaient un immeuble. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est une personne qui vient, qui prend un immeuble comme gratte-ciel et qui construit tout. Et après, on donne à l'immeuble le nom de la personne. Ils le font là-bas. Et quand vous entrez aussi à l'université, j'ai même une photo à l'entrée, les donateurs, tous leurs noms, on dit cette année, voici ceux qui ont donné. On met leur nom à l'entrée. Donc, faire des donations, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que tout se base sur ces donations. Non. Il y a une base qui doit se faire et les donations doivent venir appuyer. Exactement. Et ces donations, c'est mieux que ce soit dans le cadre d'une fondation, une structure organisée. Comme ça, tout le Sénégal saura qui a fait quoi. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à créer ce service, justement? Ça m'a pris 6 ans. 6 ans durant lesquels j'ai réfléchi, j'ai rencontré des gens, je suis parti à l'étranger, j'ai voyagé, j'ai été partout pour essayer de faire, je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas pour essayer de démarcher de potentiels donateurs. Voilà, avant de trouver quelqu'un qui a décidé de m'aider. Et avant que vous n'ayez des sous, justement, de vos donateurs étrangers, l'État du Sénégal, lui, n'avait pas bougé? Non, je n'aurais jamais eu quelque chose de l'État du Sénégal si je n'avais pas commencé avec les autres fonds. Parce que tout ce que je raconte là, c'est dans l'hôpital, tout le monde le sait. C'est pas un secret. Le service était comme ça depuis
que je suis entré, je l'ai trouvé comme ça. Et des gens qui ont travaillé là-bas ont été dans l'État du Sénégal. C'est pas un secret. La direction sait, tout le monde sait. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Et je vous dis que c'est pas le seul service qui est comme ça. Peut-être moi, je suis la personne la plus choquée. Le professeur, je n'aime pas citer des noms, mais parfois je cite parce que s'ils entendent qu'ils peuvent appeler et vous confirmer. Professeur Mansour Ndiaye, neurologue, qui a pris sa retraite. Un jour, je parlais du service et j'ai dit devant le directeur, devant tout le monde, que si on ne fait pas ce qu'on doit faire pour les maladies infectieuses, ce sera bientôt un bateau le Joola. Et moi, je me dis, oh, professeur Sidi, tu exagères, arrête d'exagérer. On va rappeler le Joola pour ceux qui peut-être voilà. nous suivent. C'était vraiment le naufrage où on a perdu, je pense, plus de 2000 victimes. C'est catastrophique. Alors le lendemain, c'est lui qui prend son téléphone, qui m'appelle pour me dire, professeur Sidi, il y a un incendie dans mon service. Est-ce que tu peux m'héberger quelques malades? Ouais. Alors, tout le temps, je lui raconte cette histoire. Alors, donc, ça veut dire que peut-être que ce n'était pas aussi délabré, mais ça veut dire que le risque n'était pas uniquement en maladies infectieuses. Là, ils ont un nouveau service qui vient de finir d'ailleurs. Donc, les choses évoluent dans le bon sens parce que moi, la raison aussi pour laquelle j'ai voulu que vous soyez là aujourd'hui, c'est parce que la santé, c'est fondamental. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, dans Afropod, on parle de plein de choses. Mais si on n'a pas un minimum, un service de santé minimum, notre pays, notre continent, il va aller nulle part. Ce que vous dites là, c'est important. Ouais. Beaucoup de choses ont été faites. C'est toujours très insuffisant. Mais beaucoup de choses ont été faites. Alors, et il faut, comme je dis, il faut avoir l'esprit scientifique. Il faut dire les faits. Donc, les choses se sont passées comme ça. On n'a plus cet ancien système de maladies infectieuses. Maintenant, on a un système moderne, bien équipé, le plus grand service au monde. Et même durant la COVID, un peu après, je crois, il y a eu l'inauguration de 4 centres hospitaliers très modernes au niveau du Sénégal. Il y a eu de nouveaux hôpitaux. Il y a eu Dalal Jamm qui a commencé à fonctionner normalement. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu l'hôpital de Diamniadio qui est très joli. Moi, j'avais un collègue qui était là-bas qui gérait. Donc, il y a beaucoup de nouvelles structures qui ont été inaugurées et pour moi qui répondent aux normes, mais qui doivent être améliorées. Je ne sais pas si vous avez vu l'hôpital de Diamniadio ou si vous avez vu l'hôpital de Dalal Jamm. Je ne suis pas allé pour ça. Vous allez voir ces hôpitaux, ça n'a rien à voir avec ce que Dantec était. Dantec, mon service était meilleur que Dantec. Mon service dont je parle, c'était mieux que Dantec. C'était mieux que Dantec. Dantec, on devait raser Dantec il y a 30 ans. Ouais. Donc, ça a été rasé récemment. Et puis là, actuellement, c'est en train d'être reconstruit. Dantec sera un hôpital magnifique. L'hôpital principal de Dakar, ils sont en train aussi de construire un hôpital hyper moderne. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'investissements faits dans le domaine de la santé pour moderniser les structures de santé et la prise en charge de malades. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ça, c'est vraiment la vérité. Mais là d'où je viens, c'est un mauvais souvenir. Mais si pour là, maintenant, je n'ai pas le soutien qu'il faut, mais nos petits-enfants vont vivre ce que je vivais là-bas. Parce que sans maintenance, aucune structure ne peut être pérenne. Donc, il faut se féliciter des avancées, mais il ne faut pas fermer les yeux sur les défaillances. Et je pense qu'il vaut mieux même insister sur les défaillances pour aller de l'avant, plutôt que de rester dans l'autosatisfaction. Ce qui m'intéresse aussi, et je pense que ça peut intéresser plein de gens, des entrepreneurs, des jeunes, c'est aussi l'état d'esprit qui a fait que vous, avec votre détermination, votre rêve, et sans laisser place au doute, vous avez pu changer cet environnement-là comme ça, même si ça a mis 10 ans. Ça donne une idée de ce que l'être humain convaincu est capable de réaliser. Ça, c'est habituel. Quand on regarde autour de nous, c'est habituel. Moi, j'ai eu la conviction naturellement, c'est vrai, mais vous verrez rarement quelqu'un qui est convaincu par un projet, qui se bat, qui est capable de faire tous les sacrifices
de manière légale et éthique pourraient aboutir et qu'ils n'aboutissent pas à ce qu'ils veulent. Non, ça, vous le verrez très exceptionnellement. Moi, j'ai pas vu ça. Je veux quelqu'un qui décide, je veux réussir telle chose, mais je vais travailler sans relâche. Je vais m'engager. Je vais donner le meilleur de moi. Et surtout, je ne calcule rien en retour. Le fait de ne rien calculer en retour vous donne une force extraordinaire. Ça, vous arriverez toujours à vos fins. Ça peut prendre du temps, mais vous arriverez toujours au résultat escompté. Par la grâce de Dieu, vous y arriverez. Moi, je n'ai pas vu un cas. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est battu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire aboutir son rêve et qui n'a pas réussi à faire aboutir son rêve, vous me le dites. Moi, je n'en connais pas. Hein. Okay. Les footballeurs, là, si les gens parlent de Sadio Mané, si on raconte son histoire, je suis sûr qu'il est passé par des étapes extrêmement difficiles où certainement on le raillait. Et là, il a abouti. Là, il voulait aboutir. Nelson Mandela, ça a pris combien d'années? Mais il a abouti au résultat qu'il voulait avoir. On peut donner beaucoup d'autres exemples. Moi, c'est pour ça que je suis confiant. Quand je me décide de faire quelque chose, je suis confiant. La preuve, je me rappelle un ami, quand je faisais ma première année de médecine, j'ai eu quelques problèmes de santé et j'ai décidé de ne pas m'inscrire, en fait, de ne pas faire l'année. Lui, il fait ses examens, il vient, il n'a pas de bons résultats. Je lui dis, mais est-ce que réellement tu as travaillé? Il me dit, mais j'ai très bien travaillé. Non, moi, je ne peux pas croire que quelqu'un travaille et qu'il ne réussisse pas. Ça peut arriver. Mais moi, je ne suis pas... Je dis que moi, je fais partie du commun des mortels. Je ne me considère pas comme un génie ou comme un héros ou tout ça. Mais même quand je faisais mes diplômes, parce que quand on est universitaire, on fait beaucoup de formations. J'ai au moins 6 diplômes. Quand je décide de faire un diplôme et que je décide d'être premier, je suis toujours premier. Parce que je l'ai décidé. Le premier diplôme que j'ai fait, c'était en parasitologie, qui est du domaine du laboratoire, qui n'est même pas de la clinique. Okay. J'étais sorti premier. Oui, mais donc, aux Jeux Olympiques, tout le monde veut gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais il n'y en a qu'un seul qui la gagne. Oui, mais celui qui veut gagner, et il fait ce qu'il faut, il finira par gagner. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai conseillé. J'ai dit que je veux réussir l'internat des hôpitaux. Mais je me suis battu. J'ai pu réussir. Je ne suis pas plus intelligent que ceux qui n'ont pas réussi, non. Moi, je me dis que l'engagement, la détermination prime même sur l'intelligence. Donc, des cas particuliers, des exceptions peuvent exister. Ce que je dis, c'est par rapport à moi, mon vécu et par rapport à ce que j'ai vu autour de moi. Il n'y a pas une seule chose dans ma vie que j'ai décidé de réussir et que je n'ai pas réussi jusqu'à présent. Je ne m'en glorifie pas, je remercie le bon Dieu. Mais quand je m'engage, comme je le dis, je m'engage avec détermination. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Je regarde devant et je n'ai pas peur de ce que je fais. Et quelles que soient les circonstances, j'avance dans la voie que je prends. Voilà. La COVID-19, nous, on s'est préparé bien avant le premier cas. Alors ça, c'est... Et Mpox dont on parle là, oui. Bien avant, moi-même, j'ai demandé à la Société sénégalaise de pathologie infectieuse d'organiser un séminaire sur ça. J'aimerais bien qu'on parle du Covid, justement, parce que c'est à ce moment-là qu'on vous a beaucoup vu sur les écrans du monde, comme vous disiez, CNN, Reuters, partout. Donc, on est 5 ans après le début du Covid, c'était en mars 2020, on est à peu près 5 ans après. Qu'est-ce qu'on peut dire 5 ans après sur ce qui s'est vraiment passé? D'abord, pour vous, l'origine du Covid, c'est quoi? C'est les laboratoires, comme on dit, ou bien? Non. Vous savez, nous sommes dans un monde un peu fou et faux. Un peu fou et fou. Et ça, c'est lié aux politiques ou aux politiciens. Donc, scientifiquement, il n'a jamais été prouvé
que le virus s'est échappé d'un laboratoire en Chine. Mais c'est la théorie qui est avancée par certains politiciens, par exemple aux États-Unis. Mhm. L'origine reste incertaine jusqu'à ce jour. Il n'y a que des hypothèses. Il n'y a que des hypothèses. D'accord. Il n'y a pas de certitude absolue. On pense que c'est un virus. Le réservoir de virus, c'est une chauve-souris. Après, la chauve-souris a infecté un mammifère. Et c'est même des mammifères qu'on ne voit pas ici au Sénégal, en tout cas. Mhm. Et à partir de ce mammifère-là, c'est passé à un homme. Et à partir de cet homme, c'est passé d'un autre homme à un autre homme, etc. Donc, il y a pas de certitude absolue. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le plus important. Ça, c'est une recherche qu'il va falloir continuer à mener. Mhm. Parce que même si l'origine, ça s'était échappé d'un laboratoire, ça change quoi? Mais en fait, ce que ça change, c'est le sentiment de confiance par rapport à l'information sur Oui. la santé et Oui. sur la médecine en général. On a l'impression, on est dans un Ah. monde où il y a tellement d'informations et on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus à qui accorder notre confiance, on ne sait plus qui est vraiment l'autorité. Et ça, Oui, je comprends, vous avez raison, mais il n'y a pas quelque chose de certain par rapport à ça. Mhm. Mais il y a des informations que nous sommes capables de vérifier. Vous êtes dans votre domaine. Mhm. Il y a des éléments que vous pouvez analyser, comprendre et tirer les conclusions qu'il faut. C'est la même chose pour nous. Mhm. Mais ça ne peut pas être la même chose pour le commun des mortels, entre guillemets. Mais ce que je peux dire concernant la COVID-19, la plupart des informations essentielles étaient des informations vraies, véridiques et vérifiées. Parfois, il y a de la manipulation du fait des politiques. Les gens ont dit que la maladie n'existait pas. Quelqu'un qui est très connu a même dit que pour chaque cas diagnostiqué, moi et Amadou Sall, le directeur de l'Institut Pasteur, on nous donnait $5,000. Ah bon? Quelqu'un a dit que oui, les données là, on prend les données pour les revendre à Bill Gates, etc. Ici au Sénégal. Ouais. Et les vidéos existent dans le net. Mm. Mais ça, c'est pas grave. Dans chaque situation, il y a des demeurés, c'est comme ça que je l'appelle, qui s'expriment. Mais sur le plan scientifique, personne ne peut dire que cette maladie n'existe pas, surtout les parents, ceux qui ont perdu des parents durant cette COVID-19. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Deuxièmement, l'OMS, quoi qu'on dise sur l'OMS, c'est une grande organisation et une organisation fiable. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent est indiscutable, mais ce sont des experts comme moi et d'autres qui sont là-bas. Mhm. Et c'est des êtres humains. Ils peuvent se tromper par moment, mais 90% au moins de ce qu'ils disent est indiscutable. Et c'est fiable, ce sont des choses sur lesquelles on peut compter pour avancer. Ouais, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec l'OMS et tout le monde le sait. Si je prends l'exemple de l'hépatite B, en 2024, ils ont parlé de la prise en charge de l'hépatite B. C'est en ce moment, maintenant, quand j'enseigne à mes étudiants en médecine, je dis voici les recommandations de l'OMS. Mais avant les recommandations, je ne les enseignais pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes du tout. Elles n'étaient pas bonnes du tout. Actuellement, les recommandations, même si elles ne sont pas bonnes à 100%, parce que ce sont des êtres humains, c'est des recommandations vraiment, pour moi, qui sont bonnes, qu'on peut utiliser. Bon, il y a quelques réserves sur certains aspects, mais nous, on est capable de connaître ces réserves-là. Mais c'est à saluer, parce que sans ce document, mais la prise en charge serait faite de manière extrêmement désordonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui dénigrent l'OMS n'ont pas raison. Ça, je le dis, moi, scientifique, je ne fais pas partie de l'OMS. Je n'ai aucun intérêt à dire ce que je dis, mais c'est ça, mais il y a des points précis et eux, ils savent, moi, je les connais. Là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord, mais en règle générale, l'OMS fait un excellent travail et sans l'OMS, il y aurait eu des centaines de millions de morts dans ce monde.
Donc, il faut saluer leur travail. Faire croire aux gens que l'OMS est un instrument des Chinois. Non. Moi, je suis bien placé pour parler. Si c'était un membre de l'OMS qui en parle ici, peut-être que vous pourriez ne pas croire. Donc, ça, de manière, en règle générale, le travail de l'OMS est fiable. Et qu'est-ce que vous pensez des lobbies pharmaceutiques? Il y a Alors, des scandales qui ont éclaté. Les lobbies pharmaceutiques, vous savez, il y a des choses que les lobbies pharmaceutiques contrôlent, il y a d'autres qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand ils fabriquent un produit, surtout dans les pays du Nord, il y a un processus avant que le médicament ne soit accepté. Ça peut prendre des années, parfois des décennies, parce qu'il y a plusieurs phases d'études. Tout est normé, hein? C'est pas on vient, on commercialise un médicament. Le médicament, on l'étudie même chez les animaux avant même que ça ne vienne chez l'homme. Oui, mais on dit aussi, professeur, que parfois, les agences qui sont censées justement approuver, valider les études, elles-mêmes sont parfois corrompues, faut dire le mot. Non, il y a des choses... Et que les résultats sont faussés, ou en tout cas qu'on ne nous dit pas la bonne chose. Alors, aujourd'hui, à notre époque, on ne sait plus croire, quoi croire. Ça, c'est impossible. Moi, je vous dis bien, c'est impossible. C'est impossible qu'un produit, qu'on puisse l'étudier jusqu'à validation en corrompant des gens qui doivent valider. C'est pas possible. Et pourtant, ça arrive qu'on retire des médicaments du marché, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des effets ceci. Il y a des scandales qui ont eu lieu quand même, docteur. Non, ça, ce que vous dites là, ne fait que confirmer ce que je dis. C'est pour ça que ça ne fait que confirmer ce que je dis. Vous savez, c'est ce que je dis. Quand vous n'êtes pas dans un domaine, vous pouvez faire des jugements hâtifs sans commun. C'est pas des jugements, c'est du questionnement. Oui, mais c'est des questionnements et jugements. D'accord. Alors, je reviens sur une chose. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous parlons au public. Un produit, il y a d'abord la phase préclinique. Il y a des choses, connaître la structure du produit, tout ça. Covid organique, ce qui était dedans, on ne le savait même pas. C'est pour ça que moi, je n'ai pas étudié un produit que je ne connais pas. Et dans cette phase préclinique, on étudie même chez les animaux. D'abord, ça n'a pas été fait. Et ensuite, quand on vient chez l'homme, il y a plusieurs phases chez l'homme. Il y a une phase, c'est pour évaluer la tolérance. Il y a des phases, c'est plus pour évaluer l'efficacité, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière phase qu'on appelle l'essai thérapeutique. Et c'est dans cette phase où on essaie de voir est-ce que le médicament il est réellement efficace ou pas. Par exemple, si vous prenez le vaccin, c'est un médicament. Il y a des méthodes à utiliser, des méthodes scientifiques éprouvées et connues de tout le monde. Des gens qui seront vaccinés contre la COVID, d'autres qui auront un produit qui va ressembler au vaccin, mais qui n'est pas le vaccin. Et on les suit. Et les résultats obtenus permettront à la fin de savoir est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est en faisant cette étude qu'à la fin, qu'on a trouvé, par exemple, que les vaccins étaient efficaces entre 90 et 95%. Donc ça, c'est un fait. Des effets secondaires peuvent exister, comme quand vous prenez de l'aspirine. Mais l'efficacité a été constatée, il n'y a pas eu d'événements indésirables graves, ou bien s'il y a des événements indésirables graves, on a pu les gérer, il n'y a pas eu de décès, etc. Ça, sur la base de tous ces résultats, le médicament est commercialisé. Mais tout ce processus, avant que le protocole ne soit appliqué, il y a un comité qui regarde le protocole, qui le valide ou qui ne le valide pas. D'accord. S'il le valide, c'est le comité qui valide, ce n'est pas le comité qui fait les études. Donc, s'il valide le protocole, moi je viens, je fais mon étude, je vois le contraire de ce qui est prévu dans le protocole, mais je saurais qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible. D'accord. Et à mi-parcours même, on fait des évaluations. Si on doit faire l'étude sur, par exemple, 2 ans, et c'est arrivé à plusieurs reprises, à 6 mois, vous pouvez faire une évaluation qui vous prouve que c'est déjà efficace. Donc, on peut arrêter et commencer à donner le produit, ou qu'il faut arrêter parce qu'il y a des effets secondaires qui font qu'il ne faut même plus continuer. Il y a cette rigueur-là. Maintenant, vous mettez sur le marché, sur 10 000 personnes, et sur 1 million, ce n'est pas pareil. Prenons l'exemple du vaccin contre la fièvre jaune. Le vaccin contre la fièvre jaune, mais si vous ne l'administrez pas à peut-être, je ne me rappelle plus du chiffre, minimum 300 millions de personnes.
il y a des effets indésirables que vous ne verrez pas parce que c'est tellement rare et exceptionnel. C'est tellement rare et exceptionnel. Donc, en augmentant le nombre de personnes qui utilisent, un effet secondaire, par exemple, qui arrive une fois pour 100 000 utilisations, avec l'étude de 20 000, vous ne l'avez pas vu. Et si vous voyez une fois sur 100 000 utilisations, là, vous pouvez dire, compte tenu de la gravité, on retire, ou compte tenu de la gravité, mais aussi de l'intérêt de santé publique, on continue. Donc ça, c'est des choses, des évaluations à faire. On utilise parfois un produit pendant 20 ans. Et on se rend compte au bout de la 20e année qu'il y a eu 500 suicides. Je me rappelle un produit qu'on a commercialisé 30 ans. Dextropropoxyphène, si je ne m'abuse. Pendant des décennies. Okay. Mais après, les gens ont pensé qu'il y a des liens avec 500 cas d'événements indésirables graves. Un produit qui a été prescrit des milliards et des milliards de fois. Okay. Donc, dans le doute, il faut arrêter, surtout qu'il y a d'autres produits qui peuvent remplacer. Donc, parfois aussi, on arrête un produit pas parce qu'on a une preuve absolue, mais parce qu'il y a des suspicions. Vous avez entendu parler tout à l'heure des médicaments contre la grippe. On dit qu'il ne faut pas l'utiliser, ça favorise des AVC, des trucs comme ça. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Certains médicaments, oui. Oui, les médicaments, beaucoup de médicaments contre la grippe. Oui. Bon, en France, ils n'avaient pas encore retiré. Je ne sais pas actuellement c'est fait ou pas. Mais ça, c'était il y a quelques semaines ou bien ça? Non, non, ça fait au moins 1 an ou 2 ans. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà. Les liens, il peut ne pas être formel entre ce que l'on dit et l'utilisation de ces produits qui sont utilisés depuis 30, 40, 50 ans. Mais si on voit des événements, on pense qu'il y a un doute, on arrête. Surtout qu'on a d'autres produits. Mais si on n'a pas autre chose et que ce soit important de l'utiliser, mais ce seront des précautions d'emploi tout simplement. Et s'il y a un problème, on essaie de le gérer. Donc c'est pas, il ne faut pas s'étonner qu'on utilise un produit pendant longtemps et ensuite qu'on décide de l'arrêter. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. À FAN, il y a un service qui ne fait que ça. Surveiller les événements indésirables des médicaments dans le long terme. Et ce n'est pas uniquement ici, c'est partout dans le monde. D'ailleurs, si vous allez en France, aux États-Unis, ailleurs, ils ont de grands centres. Parce que vous pouvez prendre un produit pendant 50 ans, vous n'avez pas constaté d'événements indésirables. Et à partir d'un certain moment, sur des centaines de millions d'utilisations, on commence à avoir des événements indésirables. Ok, je comprends. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Donc, c'est tant mieux. Parce que si on retire, ça veut dire qu'il y a un contrôle. Surveillé. Oui, tout à fait. Et rechercher service de pharmacovigilance, on vous dira ce que ça signifie. Donc, c'est ça. En fait, il n'y a pas de supercherie par rapport à ça. Maintenant, il y a d'autres choses. C'est des commerciaux. Oui. Par exemple, pour parler de médicaments contre l'hépatite C, le premier laboratoire qui l'a découvert, comprimé, c'est le laboratoire Gilead qui m'a financé. C'est un laboratoire de quel pays? C'est un laboratoire américain. Américain, Gilead. Ouais. Okay. Alors, vous savez à combien ils vendaient ce produit au début, le traitement? Je pense $80 000. 80 000 $? Oui. Et en France, c'était vendu 50 000 €. Mais ça, par exemple, vous voyez, mais l'Égypte avait réussi à négocier, à l'acheter beaucoup moins cher. Je pense que c'était $1 000. Donc, vous voyez, de 80 000 $ à $1 000. Actuellement, ces mêmes produits, vous pouvez les avoir ici au Sénégal. Je pense que c'est à peu près 900 000. 900 000 francs. Donc, vous voyez, un peu plus de vous voyez, ça c'est du commercial. Vous développez un produit que vous vendez à 80 000 $, alors que vous aurez pu le vendre à $1 000. Ça, c'est des choses, peut-être. En tout cas, je ne peux pas confirmer à 100%, mais je sais qu'il y a des activistes qui luttent par rapport à ça, qui disent qu'ils se font beaucoup trop de bénéfices. Mais le problème aussi, c'est complexe parce qu'ils développent un produit sur 20 ans, 30 ans, ils peuvent ne pas avoir de résultats. Donc, ils dépensent des centaines de milliards de dollars et après, finalement, il n'y a pas de résultats. Et ils veulent se rattraper assez rapidement. Et au même moment, il y a les marchands d'armes qui fabriquent aussi leurs armes, qui les vendent au prix qu'ils veulent. Oui. Personne ne dit que cette arme coûte trop cher. Donc, ce qu'il faut, c'est au niveau des États. C'est aux États de gérer le problème de la santé comme il se doit pour éviter cette situation. Soit de manière mondiale ou par pays. Par exemple, aux États-Unis, ceux qui fabriquent les vaccins. Mais l'État américain a beaucoup aidé.
L'État américain a beaucoup aidé. Donc, on peut avoir une méthode de les soutenir de telle manière qu'on peut leur imposer peut-être certaines normes, certaines règles pour qu'ils ne mettent pas des prix excessifs. Donc, ça, c'est le business. OK. C'est le business. Bon, la santé aussi est un business. C'est ça. Normalement, ça ne doit pas être un business. Mais c'est un business. Ce que vous dites là, c'est malheureusement la réalité. La santé, on en a fait une marchandise comme une autre. Ça ne devrait pas être ça. La santé, l'enseignement ou l'éducation, disons, ne doivent pas être des marchandises comme les autres. Tout à fait. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui font des trucs pas nets à gauche, à droite? Ça peut exister, mais de manière globale. Je parle du principe et moi de ce que j'ai vu. Maintenant, est-ce qu'ils ne vont pas aller dans certains pays corrompre des universitaires, des praticiens pour qu'on prescrive un produit qui est moins efficace qu'un autre produit? Vous savez, ça, c'est le commercial. Ça peut exister. Je n'ai pas vu, mais ça peut exister. Parce qu'il y a des concurrents. Vous faites votre produit, tel fait son produit. Vous voyez, tel monsieur, vous lui payez des billets d'avion, vous lui donnez des pédieux, vous le mettez dans des comités où il a beaucoup d'argent, etc. Donc, quand il vient dans son pays, il voit son ministre de la Santé, il vient tout le monde, dit voici le produit qu'il faut prescrire. Parce qu'en dessous, il y a des choses. Vous voyez, ça existe aussi. Même, moi, je ne doute pas que cela puisse exister. Parce que quand on est dans une business, ça peut exister. On m'a dit qu'il y a des cas qui ont existé en Europe, même en France notamment, on m'en a parlé. Donc ça, c'est des choses qui peuvent exister. Voilà. Les génériques sont de très bonne qualité, mais il faut contrôler. Les médicaments génériques. Les médicaments génériques, il faut contrôler. Quelqu'un peut amener un médicament, il ne met pas le produit actif dedans au niveau qu'il faut. C'est complexe. C'est déviation. C'est sûr que ça existe, mais en tout cas, un produit qui est commercialisé sur toutes ses voies, et c'est du sérieux, et on ne peut pas corrompre les comités éthiques, les praticiens, tout le monde met son produit sur le marché, c'est pas possible. Mais on peut mettre un produit sur le marché, voir un événement indésirable qui n'était pas attendu, où il est efficace maintenant, après il n'est plus efficace. C'est comme la Covid, les vaccins avant sont toujours efficaces, mais un peu moins efficaces. C'est pour cela que chaque année, on renouvelle le vaccin à produire. Et le Covid long, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Covid long? Parce qu'on entend des cas de gens... Le Covid long, c'est ça actuellement le problème en fait. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, le dernier bulletin du mois de février fait état de moins de 80 cas de Covid. 0 décès depuis très longtemps, 0 cas grave. Au niveau mondial, c'est environ... la dernière semaine, je pense qu'on doit être à 500 morts au niveau mondial. Donc, ce n'est pas beaucoup. Moins de 10 000 cas au niveau mondial. Donc, la COVID maintenant ne pose pas plus de problèmes que la grippe simple. Pas plus de problèmes. Mais par contre, le COVID long COVID, comme disent les anglo-saxons, c'est ça qui pose problème. Nous, ici, on a environ 10% des patients qui ont ça. Et quels sont les symptômes? Au niveau mondial, c'est 6%. Les symptômes, d'abord, c'est quoi? D'abord, le COVID long. Je pense que c'est important qu'on le sache. C'est quand les signes surviennent au minimum 2 mois après la phase qu'on considère comme phase de guérison et que les signes, quand ça survient 3 mois après la phase que l'on considère comme phase de guérison et que ça persiste au moins 2 mois. Mais c'est une définition qui peut changer. Donc, pour l'instant, c'est ça qui est retenu. La plupart des patients gardent ces signes pendant 4 mois à 9 mois. Certains, 1 an. J'ai même vu des patients qui l'ont gardé pendant 3 ans. Mais en règle générale, ces symptômes finissent par disparaître. Mais c'est des symptômes qui peuvent être extrêmement dérangeants. Des problèmes respiratoires. Des gens qui ont des difficultés respiratoires. Et quand vous faites les examens nécessaires, vous ne voyez pas d'anomalie majeure. C'est très difficile de vivre en se sentant étouffé à chaque fois. Des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Vivre avec des douleurs, c'est quand même pénible. Une anxiété. Certains font de la dépression. Ça pose beaucoup de problèmes. L'hypotension, même surtout l'hypotension orthostatique. J'ai eu une patiente qui a vécu avec pendant 3 ans. Qu'est-ce que c'est?
Hypotension. C'est la tension qui baisse. Quand Oui. ça baisse, Quel est le mot que vous avez ajouté derrière? orthostatique. C'est-à-dire, Orthostatique. quand la personne se lève subitement, la tension chute et elle peut même tomber et perdre connaissance. Parfois, ça arrive. D'accord. Et c'est très handicapant. Parfois, une asthénie majeure. Il y a des gens qui restent 1 an et ne peuvent même pas aller au travail. Mhm. On a recensé actuellement au minimum 200 signes. Je dis 200 signes cliniques liés au long Covid. Donc, c'est pour dire que les signes sont très variés. Là, je vous cite juste les signes les plus fréquemment rencontrés. Nous, on a eu un malade qui a eu des troubles psychiatriques. Heureusement qu'avec le temps, avec les dernières infections, si on veut, ça devient de moins en moins fréquent. Mais ça reste un problème. D'ailleurs, au mois de février, bon, c'est un peu lent, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mhm. Au mois de février, l'OMS a sorti un texte en disant que les experts sont en train de travailler sur un guide de la prise en charge du Covid long. Okay. Donc, il n'y a même pas de guide officiel, parce que les guides, comme je l'ai dit, c'est bien pour ceux qui ne sont pas très spécialisés et pour harmoniser un peu. Mhm. Nous pouvons prendre en charge parce que nous saurons quoi faire dans ce cas. Mais il faut un document qui permet à tous les médecins de pouvoir s'y référer pour pouvoir prendre en charge. Donc, si l'OMS part jusqu'à prévoir dans les prochaines semaines de sortir un guide, c'est parce que c'est important. Donc, c'est ça actuellement le souci. Et pourquoi c'est important de parler de ce long Covid? On connaît les personnes qui sont plus susceptibles de souffrir de cela. Et ces personnes, au moins, il faut les vacciner si possible. Parce que la vaccination réduit le risque. Donc, ça, c'est important. On sait que les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, les femmes enceintes, ceux qui ont été hospitalisés, ceux qui ont eu une détresse respiratoire, toutes ces personnes sont plus à risque d'avoir un Covid long. Okay. Donc, ces personnes, si on peut les protéger, c'est mieux. Et ça ne doit pas être bizarre. Parce que même pour la grippe, on conseille de se vacciner après 60 ans, 65 ans. Pour la Covid, c'est après 60 ans qu'on conseille le plus, mais 60 ans, 65 ans, il n'y a pas de grande différence. Donc maintenant, la vaccination, ce n'est plus de manière généralisée. Hein? C'est ciblé sur les personnes qui ont un risque de développer une maladie grave, mais aussi qui sont susceptibles de faire un Covid long. Parce que c'est une maladie handicapante. Donc, voici en gros, je ne sais pas si... voilà. Et tous les organes peuvent être atteints. Et c'est tellement gênant qu'on a découvert que ceux qui ont cette pathologie, il y en a qui développent des auto-anticorps. Des auto-anticorps. C'est-à-dire des anticorps dirigés contre leur propre organe. C'est comme une maladie auto-immune. Exactement. Des perturbations, des troubles immunitaires assez sérieux. Donc ça, c'est décrit. Mais le nombre va diminuer parce que, comme je l'ai dit, c'est 6% au niveau mondial. 6% de long Covid. Et ces 6% aussi, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On connaît les personnes qui sont à risque. Donc, c'est peut-être sur ça. Bon, c'est des problèmes sérieux, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure par rapport à l'ampleur d'abord, parce que ce n'est pas tout le monde. Deuxièmement, il y aura un guide pour la prise en charge. Troisièmement, en général, ça finit par disparaître. Mais c'est handicapant. Par exemple, je connais quelqu'un qui a perdu l'odorat pendant 2 ans. Alors, vous imaginez 2 ans, vous ne sentez rien. Oui. Vous ne sentez rien. Si maintenant, vous avez perdu le goût et l'odorat pendant 2 ans, si vous êtes cuisinière, ça va poser des problèmes. Hein. Si vous êtes gourmand aussi, c'est pas Voilà, c'est ça, bon. quoi. Voilà, c'est ça. Alors, comment... La question aussi, c'est maintenant, est-ce que c'est le mode de vie? Comment se prémunir de ces maladies-là? Parce que moi, je crois plus en la prévention qu'en la thérapie. Excusez-moi, docteur. Non, c'est ça. Non, ce que vous dites là, c'est ça.
C'est ça l'infectiologie, la prévention d'abord. OK. C'est ça. Le traitement, c'est échec de la prévention. Alors, donnez-nous les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne sait jamais, un Covid ou une forme de Covid peut revenir. Bon, ça dépend de la pathologie en cause. Par exemple, si c'est la Covid, actuellement, il n'y a qu'une seule manière, c'est la vaccination. D'accord. Qui est efficiente. C'est comme la grippe. Vaccination. Mais ce n'est pas la peine que tout le monde soit vacciné. À votre âge, vous n'avez pas besoin de vous vacciner, mais quelqu'un qui a 70 ans, 60 ans ou plus, elle peut se vacciner. Et même quand vous avez 60 ans, ça c'est une norme. Mais là aussi, la médecine doit être personnalisée. Vous avez des sujets de 60 ans qui sont aussi en forme que des sujets de 40 ans. Même ces personnes, vous pouvez ne pas vacciner. Et il y a de jeunes vieux. Ouais. Peut-être qu'on peut les vacciner un peu plus tôt. En fait, la vaccination. Si vous prenez l'exemple il y a des cas de salmonellose. Salmonellose, dedans, on peut mettre la fièvre typhoïde. On a eu un peu plus de cas que d'habitude. Hein. Récemment? Pas beaucoup, oui, pas beaucoup, mais on en a eu. C'est l'hygiène des mains. Se laver les mains. Se laver les mains, par exemple. Donc, chaque pathologie a son mode de prévention, mais de manière globale. Ce qu'il faut, c'est le lavage des mains. C'est ça qu'il faut. Deuxièmement, c'est la vaccination. Ces deux méthodes, en général, quand le vaccin existe, restent efficaces pour toutes les maladies. Même pour la fièvre typhoïde, il y a un vaccin. Maintenant, en fonction de la situation, les conseils peuvent varier. Là, il y a une épidémie de rougeole. Dans le dernier bulletin même du ministère de la Santé, du mois de février, à Mekhe et à Linguère, une nouvelle épidémie de rougeole. Mais vous ne connaissez pas la rougeole certainement. Non. Enfin, mais nous, de notre temps, eu. ce sont les mères de famille qui posaient le diagnostic. Si vous parlez à votre grand-mère ou à votre grand-père, ils vous diront c'est eux, ngas, c'est ce qu'on dit, ngas. Ils posaient le diagnostic avant d'amener l'enfant parce qu'il y en avait partout. Mais grâce à la vaccination, c'est devenu rare. D'accord. Et pourtant, il y a un manque de confiance maintenant, même par rapport au vaccin. Oui, mais ça, il n'y a rien de rationnel. C'est comme je le dis, c'est juste de la manipulation. Alors, fièvre hémorragique Crimée-Congo, il y a eu quelques cas, mais actuellement, je ne suis pas au courant d'un cas. C'est aussi grave que la maladie de virus Ebola. Donc, ça, il faut que les vétérinaires aussi fassent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne peuvent le faire que si il y a un système bien organisé pour cela, ce qui est le cas actuellement au Sénégal. Bon, il y a des suspicions de méningite. Bon, il y a un vaccin contre ça aussi. Donc, il y a des facteurs aussi que vous ne pouvez pas contrôler. C'est par exemple les facteurs climatiques. Voilà. Donc, pour chaque pathologie, il y a une prévention spécifique. L'hépatite B, le meilleur moyen, c'est la vaccination. On peut vous dire, bon, ça peut se transmettre par voie sexuelle, donc il faut faire comme si on peut vous donner beaucoup d'autres méthodes. Mais la vaccination efficace, dans 99 à 100% des cas, bien supportée. Donc, est-ce qu'en Afrique, le taux de vaccination est suffisamment élevé aujourd'hui? Ça dépend aussi du vaccin. D'accord. Ça dépend du vaccin. Si vous prenez le vaccin contre la rougeole, si vous voulez, même si ce n'est pas élevé au niveau que l'on veut, c'est quand même, ça atteint un niveau assez intéressant. Mais si vous Ici prenez, au Sénégal, vous parlez? Au Sénégal, oui. Bon. Si vous prenez HPV, Human Papillomavirus, qui donne le cancer du col, la couverture vaccinale, en considérant les cibles, ne dépasse pas 10%. Donc, vous voyez, donc ça dépend du vaccin considéré. Vous n'avez plus de cancer du col de l'utérus pratiquement dans les pays occidentaux, c'est très, très rare. Alors qu'ici, c'est courant. Qu'est-ce qui a réglé ça là-bas? C'est la vaccination. L'hépatite B, c'était une maladie où la prévalence était presque de 10% en Chine, à Hong Kong notamment. Mais quand ils ont établi le programme de lutte contre cette maladie en mettant le vaccin en avant, en 10 ans, c'est passé à moins de 1%. Ici au Sénégal, une étude qui a été publiée
ça ne fait pas longtemps, montre que chez les enfants de moins de 15 ans, la prévalence est très basse, aux environs de 2%. Quand on prend les moins de 5 ans, je pense que c'est même 0,1%. Donc, c'est en train de diminuer. La vaccination, c'est le meilleur moyen de prévention contre les maladies infectieuses. Maintenant, tout ce qu'on dit là, il n'y a rien de rationnel. Et les mamans le savent. Pourquoi jusqu'à présent, quel que soit le dénigrement contre les vaccins, Madame Si, quel que soit le dénigrement contre les vaccins, est-ce que vous vous amuseriez à ne pas amener votre enfant se faire vacciner? Moi, personnellement, non, mais il y a des gens qui... Oui, mais ça, c'est pour vous dire que c'est le bruit. Il y a des gens qui vraiment pensent que les vaccins, c'est juste... Oui, mais moi, je pense que ça n'a pas atteint le niveau que l'on pense. Parce que jusqu'à présent, toutes les femmes qui ont des enfants font tout pour que leur enfant soit vacciné sur le PEV. Pourtant, moi, au moment du Covid ou de la Covid, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu se vacciner pour Covid. Pour Covid. Oui. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de faire un raisonnement. D'accord. En tout cas, pour les vaccins classiques qu'on est en train de faire, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, méningite, hépatite B, pour toutes ces pathologies jusqu'à présent, quand quelqu'un a un enfant, il fait tout pour qu'on le vaccine. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors, et subitement, on se lève un beau jour, on dit que les vaccins ne sont pas bons. Ça n'a pas de sens. Et actuellement, il y a encore beaucoup plus de moyens pour créer des vaccins sûrs et efficaces. On a confiance à des vaccins qui étaient créés il y a 50 ans. On n'a pas confiance aux vaccins créés en 2025. Quel est le rationnel? Vous avez raison. Donc, ça n'a pas de logique. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien de cohérent dans ça. Et Robert Kennedy, actuel ministre de la Santé. Voilà, j'ai suivi son hearing là aux États-Unis. J'ai suivi parce qu'il m'intéresse. Très bien. Alors, parce que lui, il est plutôt anti-vaccin. Il est ministre de la Santé. Il est anti-vaccin clair et net. Mais quand il est venu là-bas, on l'a bombardé de questions. Il commence à changer et dit non, je ne suis pas anti-vaccin, je suis pour la sécurité des malades. Voilà, c'est ça. Vous voyez nos amis politiciens. Il faut écouter. Ah, mais si, non, mais j'ai suivi. Et il était contre le vaccin contre la poliomyélite. Quand Trump a dit que lui, il considère que le vaccin contre la poliomyélite, c'est un bon vaccin, il a changé de discours. Et pourtant, c'est une personnalité de niveau extraordinaire. Mais tous ceux qui sont anti-vaccins là, devant les faits, mais ils tombent sans problème. Et c'est ça, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de théories conspirationnistes, vous êtes d'accord? Donc c'est bien que vous puissiez un peu nous rassurer là-dessus, parce que vous êtes quelqu'un d'intègre et on a envie de vous faire confiance. Quand vous dites quelque chose, on a toutes les raisons de le croire. Et donc c'est quand même important que quelqu'un comme vous puisse venir nous dire ça. Moi, je ne veux même pas qu'on me croie. Vous savez ce que je veux? C'est les faits. Qu'ils regardent les faits. Mais je dis, vous demandez à vos parents, ils connaissent tous ce que c'est que la rougeole. Et il y a un proverbe africain qui dit même, il ne faut pas compter vos enfants tant que la rougeole ne sera pas passée par là, tant qu'ils n'auront pas attrapé la rougeole. Et pour l'hépatite B, comme je vous dis, avec le programme au niveau du Sénégal, mais les résultats commencent à se voir chez les enfants. Bon, chez les adultes, comme ils n'étaient pas vaccinés, c'est autre chose. Mais les résultats commencent à se voir. Vous ne verrez pas un pays au monde, je dis au monde, où on joue avec la vaccination. Ça n'existe pas. Les Américains ont osé prendre un anti-vaccin comme, c'est l'équivalent du ministère de la Santé ici. Mais je vous demande d'écouter ce qu'il dit, mais vous verrez que lui-même, il n'est pas à l'aise. Quand on lui dit certaines choses, est-ce que vous affirmez qu'il y a un lien entre hépatite B et quelle encore maladie? C'est sclérose en plaques ou autisme? C'est autisme. Autisme. Oui. Ça, c'est un grand débat aussi aux États-Unis. Il n'y a aucun lien, ça c'est prouvé depuis longtemps. Quand on lui a dit ça, il dit que si on lui amène des preuves qu'il n'y a pas de lien, il accepte. Et celui qui lui posait la question lui dit, mais c'est vous qui devriez chercher les preuves ou pas? Et lui dit qu'il y a des études ici. Effectivement, il y a des études effectuées un peu partout. Il crée un lien qui n'existe pas. Et en France, à l'époque, il y avait une baisse de la vaccination. Du fait de cela, c'est après
qu'ils ont repris la vaccination, ça fait que la couverture vaccinale a commencé à augmenter. Entre-temps, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu l'hépatite B. Oui, maintenant, il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas dire qu'il n'y a jamais d'effet secondaire. Parce que quand vous prenez un vaccin, parfois vous avez de la fièvre, parfois vous pouvez ressentir certains signes. De manière exceptionnelle, quelqu'un peut avoir des signes un peu plus sévères. Mais pour le PV, par exemple, vous regarderez dans votre entourage, vous ne verrez pas quelqu'un qui a eu son enfant, qui a eu des signes vraiment très sévères. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais. C'est parce que c'est tellement rare. C'est tellement rare. Mais si vous ne le faites pas, mais il faut vous attendre à la catastrophe. La poliomyélite. Vous connaissez la poliomyélite? Oui, bien sûr. Imaginez qu'on arrête la vaccination contre la polio. Oui, ça serait terrible. Avec des handicapés qui vont remplir la ville, vous détruisez leur vie comme ça. Ça me fait mal cet aspect, mais il faut savoir que la manipulation, les fausses informations, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, dans le domaine politique, dans le domaine médical, dans tout le domaine. Maintenant, il faut aller vers des sources fiables si soi-même, on ne peut pas regarder et décider. Parce que la confiance, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever dans les interactions humaines. Vous me donnez ici, vous me dites c'est du jus Prescia. Qu'est-ce qui me prouve que c'est du jus? C'est pas que je vous fais confiance, hein? Hein? Oui. Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas autre chose? Ah, c'est vrai. Le médicament que vous prenez pour vos soins, vous n'avez pas assisté à la fabrication du début à la fin. Oui. C'est parce qu'on vous dit que c'est le tel produit, c'est ce qui est écrit, vous considérez que c'est ce produit. La confiance est fondamentale. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut vérifier, il ne faut pas avoir une confiance aveugle, il faut aller vers des sources fiables, mais il y a forcément une dose de confiance dans les interactions humaines. Vous venez voir un médecin, il vous dit vous avez telle pathologie. Qu'est-ce que vous en savez? Il vous dit prenez tel médicament. C'est parce que vous avez confiance. N'est-ce pas? Tout à fait, mais c'est bien parce que... Vous ne m'avez pas montré votre carte professionnelle, mais j'ai eu confiance que je ne viens pas dans un piège, je viens voir une spécialiste de la communication. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et merci pour votre confiance. Ah voilà. Vous dites, professeur, croire en soi, travailler sans relâche, servir la société sans calcul, reste le plus beau et puissant viatique qui permet de cheminer et de réussir aisément dans la vie. C'est vous qui dites ça. D'où vient cette croyance, cette philosophie? En fait, ça, je suis convaincu de ce que je dis là, mais si j'ai eu à le formuler, à en parler, c'est parce que les étudiants de la promotion du centenaire, qu'on a baptisé promotion Moussa Seydi, m'avaient demandé de leur dire quelque chose qui pourrait les inspirer et les guider dans leur vie professionnelle. Je dis que oui, si je condense vraiment ce que je crois réellement et ce qui a guidé ma pratique, c'est ça. Croire en soi, c'est important, la confiance en soi. Si je n'ai pas confiance en moi, je n'aurais pas mené la carrière que j'ai menée. Je parlais à des jeunes, je disais que je n'ai jamais été très doué en anglais. Mais quand j'ai commencé à avoir des partenaires américains, j'ai compris que sans l'anglais, on est analphabète. J'ai demandé au service de s'exprimer. Au service, j'ai dit, je ne parle qu'en anglais. Et au début, pour chaque phrase, j'ouvrais le dictionnaire. Hein. Même si je fais une erreur, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Quand des Américains viennent, on parle en anglais et c'est en ce moment que j'ai commencé à suivre toute l'actualité aux États-Unis. CNN. Je connais tout de Donald Trump, parce qu'ils aimaient beaucoup Donald Trump. Mais je ne suivais pas pour la politique américaine. C'était pour l'anglais. J'essayais aussi de regarder des films en anglais, parce que je me suis dit, je n'ai pas le temps d'aller me former. Mais quand un enfant vient au monde, il écoute. Après, il balbutie quelques mots. Après, il commence à parler. Il fait des phrases sans faute. Donc, cette méthode-là, je vais l'appliquer. Je ne vais pas, même si je n'ai pas le temps. Donc, j'écoute pendant un certain temps. Après, je commence à parler.
Je suis parti jusqu'aux États-Unis faire une conférence d'eux-mêmes. Je peux dire conférence et cours parce que c'est pas le même niveau, en anglais. En suivant ça, je suis parfaitement à l'aise pour m'exprimer en anglais. Même au Mali, j'ai fait ma communication en anglais pour interagir avec les Américains. Parce que j'ai confiance que je peux évoluer et m'exprimer correctement en utilisant cette méthode. Donc, avoir confiance en soi, c'est important. Travailler sans relâche. Croire en soi et rester assis, non? J'ai quand même trouvé ma méthode, que ce soit pour le service, que ce soit pour toutes les étapes dont j'ai parlé. Quand je fais un diplôme, je dis que je vais être premier. Je suis premier parce que j'essaie de travailler le maximum que je peux. Servir la société sans calcul. Mais moi, c'est mon pays a tout fait pour moi. Vous imaginez, nous, de notre temps, c'est pas comme maintenant. Il faut amener forcément les enfants dans les écoles privées. Moi, j'ai fait l'école privée de la 6e à la 3e. J'étais dans l'école publique. Ensuite, je suis retourné à l'école publique. Donc, je dois chercher à aider la société sans faire de calcul parce que j'ai déjà le maximum. Donc, ça, c'est important. Toute phrase que je dis correspond à ce qui gouverne ma vie. Voilà. Donc, pour résumer, quand je dis croire en soi, travailler sans relâche, servir la société sans calcul, tel est le beau et puissant viatique pour celui qui veut cheminer et réussir aisément dans la vie. Je pense que c'est en appliquant ces principes que j'ai pu réussir à atteindre mes objectifs parce que chacun a sa définition de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est pas être milliardaire, c'est pas avoir des titres, c'est pas avoir des diplômes, c'est pas tout ça. Mais c'est accomplir son rêve et rester équilibré. Et l'équilibre, c'est beaucoup de choses. Parce que si vous avez toute la réussite alors que vous avez une vie familiale chaotique, est-ce que vous avez réussi réellement? Je ne suis pas convaincu. Si vous avez réussi alors qu'avec vos parents qui vous ont mis au monde, c'est la guerre, est-ce que vous avez réussi? Je ne suis pas convaincu. Pour moi, la réussite, c'est un équilibre. Et l'équilibre, c'est atteindre le rêve qu'on a eu pour soi-même. Moi, mon rêve a toujours été d'être médecin, de faire mon travail convenablement et de vivre la vie que je mène. Donc, je remercie le bon Dieu. Il m'a donné tout ce que j'ai demandé. Et les épreuves qui sont arrivées dans ma vie sont des épreuves qui arrivent à d'autres. Toutes ces épreuves n'ont fait que me renforcer. Voilà. On a parlé tout à l'heure de la COVID-19. Il y a certainement, vous avez vu, des personnes qui ont essayé de me déséquilibrer, de me désarçonner, mais ça a fini par quoi? Rien du tout. J'ai pas changé de politique, j'ai pas changé de cap, j'ai pas changé de principe. C'est le Moussa Sedi avant qui est resté dans la cour, qui est toujours là. Donc, je suis content. Mais si j'avais fait autre chose, je ne serais pas fier de moi. Ce qui me frappe quand je regarde un petit peu votre parcours et quand j'observe un peu ce que vous avez fait et qui vous êtes, j'ai l'impression que vous avez un socle tellement solide en vous, une colonne vertébrale tellement clairement enracinée dans des valeurs précises, que partout où vous allez, plutôt que vous soyez influencé par l'environnement, c'est vous qui influencez votre environnement. Et que même quand vous allez dans des milieux où il y a de la tromperie, il y a de la corruption, il y a de la tricherie, votre propre intégrité fait que, autour de vous, cette tricherie, cette tromperie, cette duperie n'a pas lieu. Est-ce que vous avez ce même sentiment? Soit elle n'a pas lieu, ou si elle a lieu en coulisses. Oui. Et toutes les personnes qui ont eu ces attitudes n'ont pas eu succès. L'ont même payé cher sans que je ne fasse quoi que ce soit. Et la règle générale de la société actuelle, pas seulement ici, dans le monde, c'est l'hypocrisie, le mensonge, le vol, la calomnie, les complots, c'est ça. Très souvent, j'ai été seul contre tous.
Ça m'est arrivé 1000 fois. Mais je ne faiblis jamais. Et en général, même, je ne critique pas ce qu'ils font. Je leur dis, moi, voici mes principes, je ne vais pas vous rejoindre. J'ai l'habitude de raconter l'internat des hôpitaux de Dakar. Quand j'ai réussi au concours d'internat, on me dit qu'il faut faire du bijoutage. Je pense que tous les internes des hôpitaux du Sénégal ont subi le bijoutage sauf moi. Sauf vous. Alors, il me dit, je dis, comment ça se passe? On m'explique comment ça se passe. Je dis, donc, je ne serai pas. Et non, c'est obligatoire. Je dis, non, si c'était obligatoire, je n'aurais même pas fait le concours. Et je ne suis pas parti le faire. Je ne les critique pas, mais moi, je n'accepte pas parce que, voilà, vous avez réussi un concours, vous êtes là, on vous verse des déchets dessus, on rase les femmes ici, on fait des excès comme ça. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. On verse de l'alcool dessus, etc. Vous savez, dans certains pays, les bijoutages ont conduit même à des viols. Hein? Oui. Ça, vous le savez. Donc, moi, ce principe, je ne suis pas d'accord. Très souvent, je dis très souvent, j'ai eu tout le monde contre moi. Mais ça ne m'a jamais empêché de continuer dans ma vie. Et dans 99% des cas, c'est eux qui ne peuvent plus me regarder dans les yeux ou qui reviennent en soi disant que bon, ils ont regretté ou etc. Mais généralement, il n'y a pas de regret. Généralement, la personne revient parce qu'elle n'a pas réussi à te détruire. Bon, c'est vrai qu'on me critique tout le temps, même mes jeunes, hein, c'est que mais professeur, il faut laisser une deuxième chance, etc. Je dis non, quand quelqu'un se comporte mal pendant 10 ans, tu as toujours voulu que rien de ce que je fais ne réussisse, tu n'as pas eu gain de cause, tu fais semblant, en fait, tu reviens comme si tu veux établir des relations cordiales et correctes. Moi, je ne peux pas croire ça. Hein, Dr Bousso disait dans son livre quelque part, dit que si vous êtes d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, bon, je ne sais pas comment il l'a dit, il vous met de côté sans aucune possibilité de retour en arrière. Mais en fait, je ne peux pas croire ça. Que vous fassiez tout pour détruire quelqu'un. Mais ce serait de la naïveté. Ah oui. Ça. Ouais, donc, ça, je ne faiblis pas. Je ne cherche pas à influencer les gens, mais ne me mettez pas dedans. Il y a un grand responsable. Un grand responsable. Je ne vais pas citer son nom, comme je vous dis que je ne cite jamais de nom. Je lui dis, je suis là pour travailler. Je ne m'intéresse pas à l'argent. Je ne m'intéresse pas aux honneurs. Mais je ne supporte pas qu'on sabote mon travail. Je ne vais pas fouiner dans vos affaires. Mais si on vous appelle à la division des investigations criminelles, ne m'appelez pas. Je lui ai dit ça à plusieurs reprises devant témoins. Ceux qui entendront cette émission sauront. Et lui-même, il saura. Mais le comportement n'a pas changé jusqu'à ce que ce qui devait arriver arrive. Il a été convoqué. Donc, vous n'allez pas penser que cette personne, quand elle revient, qu'il y a eu un regret. En tout cas, il n'y a pas... Moi, je n'ai pas ce problème-là. C'est une lucidité, en fait. Il faut savoir voir. Un loup est un loup, un agneau est un agneau, et pas... Et puis, je n'ai pas cette force de... J'essaie d'être diplomate parce que la diplomatie, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais je ne peux pas montrer des sentiments qui sont différents de ce que je ressens. Alors, il y a un collègue étranger qui est venu, il a eu un comportement pas bien du tout. Et puis, une collègue m'a dit, non, il faut essayer d'être diplomate, etc. Je viens, on discute. On s'est rencontrés dans un autre pays. Bon, on a parlé. Après, je dis, aujourd'hui, j'ai été diplomate. Elle me dit, parce que c'est une dame, tu as tout été sauf diplomate. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je suis vrai comme je suis. Authenticité. Alors, et j'assume. Merci beaucoup, professeur. On va terminer juste avec notre questionnaire habituel. Quel est votre principal trait de caractère? Bon, je dirais que je suis sincère. Je ne peux pas tricher. Ça, je peux le dire. Je suis loyal. Je ne trahis jamais. Donc, même si il y a une personne qui agit bien, si tout le monde jette l'opprobre sur lui, moi, je dirai ce que je vois et je garderai mes relations avec lui.
Et j'ai confiance en ce que je fais. Mhm. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez les autres? Ce que j'apprécie le plus, c'est l'honnêteté. Quel est le défaut qui vous gêne le plus chez les autres? L'hypocrisie. Quelle est votre définition du succès? C'est un état d'équilibre qui correspond à la réalisation d'un rêve qu'on a. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Il y en a beaucoup. Donnez un exemple, donnez une chose. Bon, je dirais que si je devais lister par ordre de priorité, je dirais être avec ma famille. Quel conseil vous vous donneriez à vous-même si vous aviez 20 ans aujourd'hui? Un conseil, oui, mais que je ne pourrais pas appliquer. Pourquoi pas? Parce que je sais que je ne pourrais pas appliquer. Allez-y, dites-le. Peut-être être plus diplomate, mais je sais que je ne pourrais pas. Je me donnerai ce conseil en étant sûr que je ne respecterai pas mon conseil. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise ces 12 derniers mois? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Je peux peut-être dire, juste chaque fois, il y a un événement qui vient, qui me rappelle quelque chose. Je peux dire la crédibilité. C'est important. De rester crédible. La crédibilité, c'est important. Mhm. Et ça, je le dis parce que il y a beaucoup de choses, même si ça nécessite des démarches compliquées ou des preuves compliquées, quand je parle, les gens me croient sur parole et réagissent en conséquence, qu'ils soient d'ici ou de l'étranger. Donc, c'est important de garder sa crédibilité. De quoi avez-vous peur? Faillir à mon devoir. Et c'est quoi ce devoir selon vous? Le devoir, c'est envers ma famille, mon travail et la société. Si vous deviez choisir entre les deux, vous préféreriez être la victime ou le coupable? Je ne vais jamais préférer être le coupable. Je ne choisis pas. Je ne vais être ni coupable ni victime. Mais je ne vais jamais choisir d'être le coupable. Mais victime, je ne choisis pas, mais on est toujours victime par moment dans sa vie quand on ne veut pas être coupable. Et pour finir, quelle est votre devise? Bon, on connaît la phrase que vous avez dite tout à l'heure, qu'on a rappelée, mais est-ce que vous avez une devise ou une citation que vous aimez particulièrement? Celle que je vous ai donnée, elle est courte et correspond à ce que je crois. Il faut croire en soi, il faut travailler sans relâche et il faut servir la société sans calcul. Ne même pas attendre de reconnaissance. Ne même pas attendre de reconnaissance. Assez souvent, dans les médias, on me dit, oui, le service doit porter votre nom. Votre nom. Le président l'a dit, me l'a dit au palais, l'a dit durant l'inauguration. Moi, je n'ai pas fait ça pour que ça porte mon nom. Il n'y a aucune part d'ambition personnelle dans ça? Aucune. Aucune. Absolument aucune. Absolument aucune. J'ai trouvé que c'était indigne qu'un chef de service dirige un service comme le type de service que j'ai dirigé et qu'il laisse son personnel continuer à travailler dans ce service. De la même manière, je trouve indigne aujourd'hui d'avoir des problèmes de maintenance et de croiser les bras, de dire que bon, si l'hôpital n'arrive pas à régler ça, c'est pas mon affaire. Mais je n'attends même pas de la reconnaissance. Je n'attends pas ça. Même la reconnaissance, je ne l'attends pas. Mais la reconnaissance est là. Parce que les autorités sont reconnaissantes. Je vous ai dit, même le président Diomaye, je lui ai adressé une lettre. Il m'a répondu. C'était une très belle réponse, vraiment qui m'a fait chaud au cœur. Oui, mais s'il n'avait même pas répondu, ça ne m'aurait pas gêné. Je n'attends pas. Rien. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci, je t'en prie.